Mercredi 19 avril, Yorana, bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, la Polynésie, le pays le plus touché par la maladie de la goutte au monde. Les tristes conclusions d'une enquête réalisée il y a 2 ans. Des facteurs héréditaires et des habitudes alimentaires expliqueraient la forte prévalence, alors qu'un médicament très efficace existe depuis bien longtemps. Une union et une réconciliation pour tenter de battre le Taveni Huir Atira au second tour. Elle est signée Gaston Floss et Edouard Fritsch, une alliance avec des concessions politiques, y compris dans le programme Lutte contre l'indépendance et stratégie politique. On en parle avec Gaston Floss ce soir. Le président du Amwithir Autenun Amaoui est notre invité. Et enfin, quel crossman n'aimerait pas bénéficier d'un cours particulier de pilotage dispensé par un maître en la matière aussi réputé que David Villemain? Les amateurs du Fénois ont cette opportunité. Un reportage à découvrir à la fin de ce journal. C'est un record mondial. Dans la Polynésie, se passerait bien. Mais les conclusions d'une enquête réalisée en 2021 viennent d'être rendues et elles sont affligeantes. 26% des adultes polynésiens sont touchés par la maladie de la goutte, soit un peu plus d'un quart de la population. Prédisposition génétique et habitudes alimentaires favorisent ce fléau sanitaire très répandu et pas traité de façon forcément efficace. Plus de détails avec Caroline Fari et Patita Savia. Ok, super. Comment vont tes douleurs là aujourd'hui? Mieux qu'il y a 2 semaines quand j'ai eu mes gouttes. Edgar, sujet à des crises de gouttes quasi mensuelles, est hospitalisé depuis le 3 avril et bien content de trouver ici un accompagnement et un traitement adéquat. Dans son cas, la maladie est d'ordre génétique à hauteur de 80%. Moi, je suis quelqu'un qui fabrique de la goutte déjà à 80%, c'est ce qu'on m'a dit. Et les 20%, c'est moi qui les emmène avec la nourriture. Ici, à l'hôpital, j'ai découvert que biprophényne, Colchimax et Voltaren, c'était pas bon pour les reins et tout. Et c'est ce que les médecins généralistes prescrivent quand on a la crise de goutte. Ce patient aurait pu bénéficier depuis longtemps d'un traitement de fond, l'allopurinol, un médicament pourtant très peu prescrit en Polynésie. C'est vrai que c'est un médicament qui est sous-utilisé, comme on peut le voir dans l'étude du professeur Pascar, où on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un patient sur 2 qui est traité avec un traitement de fond. Et on voit que les patients sont souvent traités par le traitement de la crise. Paradoxe, dans la région du monde où la goutte est la maladie la plus répandue, elle est la moins bien traitée. Selon l'étude du professeur Pascar, un quart des adultes polynésiens sont touchés par la goutte, dont une majorité d'hommes. Un vrai problème de santé publique avec un chiffre 30 fois supérieur à celui de l'Hexagone ou d'autres pays. C'est maintenant l'heure de le prendre correctement en charge. Heureusement, nous avons des traitements qui sont disponibles pour traiter la goutte et des traitements qui coûtent très peu cher puisque on considère que le médicament allopurinol qui permet de baisser l'acide urique et de, à terme, complètement régler le problème de la goutte, ne plus jamais faire de crise, il coûte à peine 250 francs par mois par patient. Objectif de l'étude, déculpabiliser les patients car en Polynésie, la goutte est essentiellement d'origine héréditaire. Et c'est encore plus vrai en Polynésie française puisque nous avons retrouvé les gènes qui causent la goutte de manière très importante et en plus nous avons trouvé des nouveaux gènes que nous ne connaissions pas et qui expliquent que la maladie soit aussi fréquente et qui expliquent aussi d'ailleurs qu'elle commence aussi jeune et très fréquemment avant 30 ans, ce qui est rarissime ailleurs dans le monde. La prescription d'un traitement préventif s'avère donc nécessaire, sachant que 71% des adultes polynésiens sont potentiellement susceptibles de développer la goutte. Et nous poursuivons avec l'actualité politique de ce journal. Incroyable, cette nouvelle union après 8 ans de divorce consommé. C'est fait. Edouard Fritsch et Gaston Floss ont présenté ensemble leur liste d'union pour le second tour. Une alliance encore inimaginable il y a 5 jours, mais c'est pour faire barrage à l'indépendance, affirme tant côté rouge et côté orange. Mais il y a des concessions à faire. 4 candidats du Tapura cèdent leur place aux oranges. Autre annonce inattendue, la contribution pour la solidarité dite TVA sociale sera réduite, puis totalement supprimée. Lucille Guichet, Ar Ihwetif Afana.
L'équipe des Rouges et des Oranges, rassemblée pour la réunification, 8 ans après l'exclusion d'Edouard Fritsch du parti Orange. Après avoir égratigné leurs adversaires communs, Ahiria Polinetia et le Tavini, Gaston Floss et Edouard Fritsch assurent ce matin vouloir oublier les tensions entre leurs deux partis, jusqu'à la semaine dernière encore. Vous êtes des traîtres, c'est vous qui avez cassé le Taouera. Ça fait 15 ans qu'on n'est plus ensemble. Vous êtes des traîtres. Il faut peut-être laisser de côté toutes nos différences. J'ai oublié de tout ce que j'ai dit sur ton compte, tu n'en as pas beaucoup dit sur le mien. C'est le principe de la fusion. 4 élus orange prennent donc la place sur la liste du Tapura. Pascal Haïti, Paul Haïti, Martial Teroro-Iria et Kati Taurua. La tête de liste Amouitaïra, Bruno Sandras, disparaît de cette nouvelle configuration. Nous souhaitons le rassemblement le plus large possible. Nous souhaitons le rassemblement le plus large possible de la famille autonomiste pour faire reculer le péril indépendantiste. Côté programme, les deux formations se rejoignent sur un point. Edouard Fritsch s'engage à baisser la contribution pour la solidarité à 0,5%, puis la supprimer totalement en 2024. Mais dans la rue, les électeurs restent partagés sur cette fusion. Si c'est encore pour ce machin qu'on appelle se disputer dans quelques mois et un peu pour c'est juste pour avoir de la place, quoi, ou pour avoir la majorité, quoi. C'est une bonne chose pour l'ensemble de la Polynésie, malgré les dissensions qu'il y a eu auparavant. Je crois qu'il faut qu'on arrive à parler le même langage. Une bonne idée. Déjà, Edouard Fritsch, c'est bon, c'est cher la vie. Imaginons l'autre aussi, bien. C'est encore plus cher. Reste à savoir si les voix du Tapura pourront simplement s'additionner à celles du Amouitaïra. Pour cela, ils ont un peu plus de 10 jours pour convaincre leurs électeurs. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Gaston Floss Yorana. Bonsoir, Ayata, chers amis, à toute la Polynésie, bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, ça fait 8 ans que vous dites à vos sympathisants et électeurs qu'Edouard Fritsch était votre ennemi, que c'était le pire président que la Polynésie n'ait jamais eu. Vous comprenez que ce revirement, après 8 ans de guerre froide, laisse les électeurs un peu dubitatifs. Vous savez, quand nous avons obtenu les résultats de dimanche dernier, c'était pour moi un choc. Et je vous assure que j'avais du mal à retenir mes larmes avec tout le travail que nous avons fait. Mais surtout, je pensais à notre pays, à la Polynésie, aux Polynésiens, dirigé par le Tavini Huiraatira. Nous avons un bon exemple là ce soir avec les 26% de personnes atteintes de la goutte. La semaine dernière, c'était l'obésité, etc. Mais nous avions mis en place un organisme de prévention qui a supprimé. Oscar Temaru a supprimé. Donc, et puis vous avez pensé à Edouard Fritsch à l'issue du scrutin. Ça vous donne une idée de ce que sera la Polynésie. Et donc, nous avons, mon idée était de mettre en place une plateforme. Bon, Nicole Sonker a prétendu qu'elle serait présidente du pays, donc ça ne l'intéressait pas. Tevaro Fritsch ne voulait pas revoir Edouard Fritsch. Enfin, vous savez, je crois qu'il manque un peu de maturité et que les problèmes de place, de distribution, pour moi, et je remercie Edouard Fritsch, nous avons eu la même vision, l'avenir de notre pays avant tout. Nous sommes en situation difficile, se laisser gouverner par le Tavini Huiraatira. On a eu un exemple pendant 5 ans. Oscar Temaru a été président pendant ces années-là. Et puis, quand on voit la façon dont il se comporte pendant ces élections-là, Oscar Temaru, par exemple, qui est pour une indépendante dure, immédiate, sans la France, etc. Et à côté, son gendre, Moetai Broderson, qui dit
Oui, mais c'est pas pressé, on a le temps, on n'est pas formé, nous ne sommes pas prêts, et pas question de rompre les liens avec la France. Alors qui dit vrai dans ces deux-là? Pourquoi pourquoi? C'est tout simplement pour dire, voilà, ce sera notre stratégie. Toi, Oscar, tu vas essayer d'attirer à toi nos bons Polynésiens. Moi, je vais attirer à moi les demi et tous les frannis qui traînent par là. Alors justement, Gaston Flosse, sur l'indépendance, vous dites qu'il faut s'unir contre l'indépendance pour l'autonomie, mais vous êtes pour un statut associé, c'est un petit peu comme l'indépendance, et ce statut, Édouard Fritsch n'en veut pas. Comment vous allez vous mettre d'accord? C'est la grande différence entre la souveraineté associée à la France. Nous ne coupons pas les liens avec la France, mais nous voulons gouverner notre pays et avec la France qui peut nous conseiller, qui peut nous aider. Et vous allez réussir à convaincre Mais c'est également une période où il faudra faire des efforts. Il ne faut pas dire à la population « nous sommes riches, nous avons beaucoup d'argent, vous serez heureux ». Non, c'est une période difficile où il faudra vraiment avoir beaucoup de volonté et des efforts très très forts. Et c'est pour notre pays que nous nous sommes battus, c'est pas pour d'autres raisons. Et j'espère que dimanche prochain, nos Polynésiens se rendront compte et n'ont pas été comment dire, bluffé un peu par cette stratégie politique qui a été menée par le Tavini Wiratira. Appréciera donc. En 2007, Gaston Flosse, vous vous êtes aussi allié au Tavini Wiratira. Oui. Vous avez fait alliance avec Oscar Temaru. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez aussi aujourd'hui qu'on a du mal à vous faire confiance? Oui, c'est vrai que nous nous sommes alliés. Mais nous avions décidé qu'on ne parlait pas d'indépendance ni d'autonomie. Malheureusement, on ne pouvait pas empêcher Oscar Temaru d'en parler, et d'où la cassure entre nous. Mais j'ai encore essayé, enfin, mon idée est de réunir tout le monde, d'où le nom de Amuitai Autenun Amahui, c'est regrouper, rassembler tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains qui voient d'abord leur place, les places d'honneur, la gouvernance. Et nous, personne n'a parlé, par exemple, pendant cette campagne électorale. Le Tavini n'a jamais parlé de faire baisser le coût de la vie, de créer des emplois, de venir au secours de la pauvreté de la population, de régler les problèmes fonciers, de problèmes de logement. Il y en a puisque tellement. Vous parlez de programme, il y a aussi justement le programme qu'il faudra modifier en fonction de celui du Tapura, puisque vos programmes sont totalement contradictoires. Si vous vous êtes entendu sur la taxe sociale, ce n'est pas le cas pour le reste. Je pense par exemple au Mahana Beach. Oui. Comment est-ce que vous allez faire avec Édouard Fritsch pour trouver un consensus sur vos programmes? Nous ne sommes pas du tout contradictoires, c'est une contre-vérité. Vos programmes ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que c'est que Mahana Beach? C'est la création d'un centre touristique. Le village tahitien qu'ils ont repris, c'est également c'est un Mahana Beach version mini. Un coup de fouet au tourisme. Le programme, la base du programme est le même, et dès demain matin, à 7h, nous allons travailler ensemble pour concilier les deux. Mais il n'y a pas d'opposition catégorique, formelle sur le programme. Nous pouvons ensemble travailler. Pour nous, nous disons, et je remercie le président Fritsch qui ce matin a annoncé qu'il supprimait la TVA sociale. Par palier, évidemment, parce qu'on ne peut pas couper du budget 9 milliards de recettes comme ça. Et nous étions, et il est conscient de la chose, pour créer d'autres impôts et remplacer la TVA sociale. Donc, il y a beaucoup de points communs entre le président Fritsch et nous. Merci beaucoup, Gaston Flosse, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après.
Cet entre-deux tours est donc un vrai coup de théâtre. Après cette alliance, changement de stratégie chez Ahire Yapurinetia. Au nom du renouveau, le groupe choisit Nicole Sonker pour diriger le pays. Si victoire du parti il y a. Et sans surprise, Teva Rohfritsch appelle à choisir l'autonomie, mais sans consigne précise. Pour les 5423 électeurs de Yaouratinun 1, ce sera soit rouge, soit vert. Les explications de Stéphane Ratinou et Hubert Yao. Ils veulent encore que leur programme vive. Tous ces nouveaux visages autour de Teva Rohfritsch ne veulent point abdiquer. Alors, ils ont réfléchi et ce second tour de l'élection leur a donné matière, car leurs voix sont convoitées. Premièrement, ils sont autonomistes, c'est clair. Deuxièmement, leur programme, fiscalité, économie, 250 mesures. Ils auraient voulu le faire vivre très clairement. Ils ont eu des contacts, notamment avec Gaston Floss, mais rien n'a abouti. Conséquence, un libre choix autonomiste. Choisissons le plan autonomiste. Je pense que nous sommes clairs là-dessus. Pour nous, parmi nos électeurs, nous avons aussi toutes les sensibilités autonomistes. Et donc, nous appelons les électeurs, bien sûr, à voter autonomiste, mais à choisir le meilleur programme qui correspondra le plus à ce que nous avons proposé, en tout cas à ce qu'attendent les Polynésiens. Additionner toute logique arithmétique du second tour. Dans le camp autonomiste, il va falloir convaincre, faire entendre une différence ou jouer sur d'éventuelles dissemblances. En tous les cas, le combat de boxe est lancé. Nous avons rencontré M. Floss qui nous a parlé de cette plateforme autonomiste et il allait poursuivre les discussions. Mais ce que je constate aujourd'hui, on prône une plateforme autonomiste, mais quand on voit qui est à l'intérieur, finalement, je dirais que c'est plus une plateforme d'opportunistes. Une évidence, au lendemain du second tour, au-delà du résultat, le champ politique autonomiste devra se restructurer. Cartel de parti, leadership pour 2028, ce sont des questions. Les amis du sénateur Rohfritsch entendent s'en mêler. Ça donne envie de continuer? Complètement. Là, pour une première, complètement. En plus, notre programme était vraiment un programme solide, avec des idées qui à mon sens, avaient du poids. Bon. J'ai commencé, j'ai pris goût, je continuerai. Prochaines échéances, les élections communales en 2026. Ready. Le combat politique est un fleuve souvent impétueux, mais une nécessité de la vie collective. Alors, il continue. Gaston Floss, le constat aussi aujourd'hui, c'est que les autonomistes sont toujours divisés. Ça va être dur de battre les indépendantistes dans un tel contexte. C'est pas une question de battre les indépendantistes, c'est pas le but. Notre but, c'est l'avenir de notre pays. Qui est capable de diriger notre pays? Est-ce que Oscar Temaru est capable de le faire? Est-ce que Moitai Broderson est capable de le faire? Est-ce que pendant leur gouvernance, ils vont pas se taper dessus? Nous ne savons pas. Est-ce que, je m'excuse de lui demander, est-ce que Nicole Sonker est capable de diriger ce pays-là? Mais vous l'avez dit vous-même, vous faites alliance pour faire barrage aux indépendantistes. Ça manque de maturité. Regardez, nous nous sommes rencontrés lundi et il devait me rendre la réponse le jour même. J'attends encore juste rien. Mais ça manque vraiment d'intérêt pour le pays. C'est une question de personnes, de place et tout ça. On ne peut pas diriger comme cela. Un président doit rassembler tout le monde et aujourd'hui nous sommes complètement divisés et il faut regrouper tout le monde. Ça, c'est... Pour terminer, Gaston Floss, on sait aussi que vous êtes un fin politicien. Personne ne dira le contraire. Vous avez forcément dû négocier des places au gouvernement pour vos fidèles. Bruno Sandras, ministre, par exemple. Non, nous n'avons pas négocié. Nous avons discuté, nous avons parlé avec le président Fritsch, et puis ils ont décidé de nous attribuer 4 sièges. Bien, quant au gouvernement, bien sûr, je pense qu'il va nous céder un siège, mais ça n'a pas été le fondement de notre discussion. Demain matin, nous allons nous rencontrer, nous n'allons pas parler de la présidence, de
vice-présidents, des portefeuilles ministériels. Non, essayons de nous accorder sur un programme. Comment faire baisser le coût de la vie? Encore une fois, vraiment ce que le peuple demande, les Polynésiens demandent, écoutez, sauvez notre pays, aidez-nous dans notre pauvreté, donnez-nous du travail, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Très rapidement, vous l'avez dit tout à l'heure, Edouard Fritsch a accepté de baisser la TVA sociale, mais il faudra supprimer en 2024, mais de la baisser d'abord de 0,5% cette année. Et vous avez dit qu'il faudra trouver d'autres sources de financement, peut-être en mettant en place des impôts. Ça veut dire qu'on supprime un impôt pour en rajouter d'autres? Non, c'est l'impôt, la TVA sociale est un impôt injuste. Et donc nous voulons qui frappe tout le monde, même celui qui n'a pas d'emploi, quand il va au magasin acheter, il y a la taxe dessus. Mais trouvons un autre impôt plus équitable où le petit est protégé et que ceux qui ont les moyens, eh bien, que ceux-là prennent en charge et redistribuent tous les bénéfices qu'ils ont amassés pendant ces années et notamment pendant la période du Covid. C'est ça pour nous. Ce n'est pas un impôt sur les grosses fortunes. Un impôt. C'est une justice sociale et une justice fiscale. Notre pays est vraiment 53 000 chômeurs, vous vous rendez compte, 75 000 ressortissants au RST, c'est-à-dire dans le régime des pauvres de notre pays. Il y a une tâche difficile et je ne pense pas, et je ne crois pas que le Tavini soit capable de résoudre ces problèmes. Les électeurs feront leur choix le 30 avril. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gaston Floss d'avoir été avec nous ce soir. Et demain, Moïtei Broderson sera l'invité café de votre matinale radio. C'est aussi la fin de cette rubrique spéciale consacrée aux élections territoriales. Appel à la prudence en mer à partir de demain. Le navire chargé de poser le câble Natitoua Sud démarre ses travaux et la pose exige que la vitesse du bateau n'excède pas 4 nœuds. Le convoi partira du bassin de Toahutu pour relier Rurutu, puis Tupuai. Et justement, ensuite et fin de notre série sur les câbles sous-marins. Après la fabrication, voici l'histoire des premières infrastructures sous-marines. Le premier chantier a démarré il y a 173 ans. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Envoyer un email, une photo ou une vidéo de Paris à Pointe-à-Pitre, de Tahiti à Nouméa ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à Mamoudzou, rien de tout cela ne serait possible sans les câbles sous-marins. Un seul câble peut connecter des dizaines de millions de personnes. La capacité totale d'une constellation de satellites est loin d'être égale à la capacité d'un seul câble sous-marin. Les câbles sous-marins au fond des océans, ce n'est pas nouveau. Le premier câble télégraphique a traversé la Manche en 1850. 7 ans plus tard, l'Atlantique. La fibre optique prend le relais en 1988. Désormais, plus de 450 câbles tapissent le fond des mers grâce à des navires câbliers comme celui-ci. Ce navire câblier a posé par exemple un câble qui s'appelle Kanawa, qui relie la Guyane à la Martinique. Nous avons aussi posé un câble pour la région Guadeloupe et on a connecté toutes ces petites îles à l'île de la Guadeloupe principale qui elle-même est connectée par des câbles transatlantiques vers le reste du monde. Des rails de plusieurs centaines de mètres accompagnent les câbles à bord. Ils sont ensuite enroulés dans ces immenses cuves pour former une bobine géante qui peut atteindre jusqu'à 7000 km. En mer, les navires vont ensuite dérouler le câble et interviendront lorsqu'une panne est signalée. Ces navires sont aussi des ambulances du numérique. Nous envoyons dans le câble sous-marin un signal optique qui va aller jusqu'à l'endroit où le câble est sectionné. Il va y avoir une sorte d'effet miroir. Le temps que met le signal pour aller et revenir nous permet de déterminer assez précisément où nous devrons aller envoyer ce navire. Les navires câbliers sont capables d'appareiller en 24 heures pour venir se placer juste au-dessus de la zone où le câble est endommagé. Cette mission, c'est celle du commandant. Nous, on va aller se positionner au plus proche du défaut, plonger éventuellement notre robot sous-marin pour aller vérifier la position du défaut et pour pouvoir commencer la réparation du câble.
Le robot sous-marin, équipé de 5 caméras et de projecteurs, va d'abord inspecter le défaut, puis couper le câble endommagé grâce à un bras articulé et le remonter à la surface. Une fois à bord, les jointeurs prennent le relais. La gaine est dénudée et les fibres optiques sont placées dans cette machine qui réalise la soudure automatiquement. Donc là, on va le mettre dans un petit four. Je vais chauffer. Moi, je dis toujours, c'est comme un tuyau d'arrosage. Là où c'est percé, on coupe le bout, on remet un bout nouveau et on fait 2 joints. Une fois réparé, le câble va retrouver sa place au fond de l'eau en attendant la prochaine mission. Ces 15 dernières années, cet opérateur français et sa flotte de 6 navires ont effectué plus de 600 interventions partout dans le monde. Du sport mécanique maintenant pour clore cette édition. Prendre des leçons auprès d'un instructeur professionnel de motocross, c'est la chance offerte aux pilotes locaux. David Vuillemin, l'un des plus célèbres pilotes français, est sur le territoire. Sur le circuit de Vaitaroua, il donnait le la, une première que n'auraient manqué pour rien au monde les plus grands passionnés. Le reportage de Rowan Potorou et Laura Chintu. C'est pas mal si tu veux, mais comme tu accélères un poil tôt, la moto elle se relève, elle va à l'extérieur. Et comme la piste elle revient comme ça et comme ça, la trace c'est de rentrer large et d'essayer de sortir serré. Ses conseils sont précis, aucun détail ne lui échappe, même s'il foule pour la première fois la piste de motocross de Vaitaroua. La vingtaine de pilotes présents est plus que ravi d'accueillir David Vuillemin, une pointure dans le monde du supercross, 2 fois vice-champion aux États-Unis, champion du monde et champion d'Europe dans les années 2000. Il explique bien, il est calme, il fait petit à petit, étape par étape. Hein. Top, moi j'aime bien. Pour l'instant, on n'a vu qu'une seule chose, c'est les virages, et le freinage, quoi, et aussi de se mettre debout. Voilà. Freinage en douceur, pas agressif. Voilà, en douceur et utiliser le frein moteur. Pour la fédération, c'est l'opportunité de l'année d'avoir un coach professionnel venant des États-Unis. 2 jours de stage qui tombent à pic avant les grosses compétitions à venir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu faire venir de grands coachs comme ça. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose de nouveau à nos pilotes et puis faire progresser le niveau. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. En fin d'année, on a un déplacement en Calédonie. Ça va dans le sens d'aller faire de la compétition à l'extérieur et d'essayer de performer. Ce n'est pas les terrains américains, c'est un terrain beaucoup différent. Il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est différent. Mais l'accueil des gens, c'est les gens qui sont super cool depuis que je suis arrivé. Vraiment, tout le monde est très sympa et j'apprécie beaucoup. On s'est revenu ? Ouais, je pense, oui. Maintenant, je suis à la retraite, donc j'ai du temps. C'est sûr, pour la 3e journée de championnat qui se disputera ce dimanche, la formation prodiguée fera son effet. De beaux duels en perspective dans les catégories reines. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale est politique, évidemment. Ce 19 avril fait date dans l'histoire du pays. C'est le jour où l'ex-mentor et son ancien dauphin actent leur réconciliation. Des accords sont conclus sur les listes et sur la TVA sociale. Après l'avoir défendu bec et ongle ces derniers mois, Édouard Fritsch a annoncé qu'elle sera réduite de 0,5%, puis supprimée en 2024. Dans vos écrans ce soir, un nouvel épisode de Bleu Océan, votre documentaire sur la mer, puis un autre documentaire, Le Royaume de glace, nous plonge dans une immersion fascinante au cœur d'un monde féerique, aussi hostile que fragile, où les animaux luttent pour survivre. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.